Mariano Rajoy a appelé les dirigeants du gouvernement régional catalan à renoncer une fois pour toutes à cette escalade de désobéissance. Le président espagnol exprimait ainsi son désaccord à réaliser un référendum. Depuis le début, ce référendum est radicalement antidémocratique. Ils veulent abolir la constitution espagnole et le statut d'autonomie de la Catalogne en utilisant une porte dérobée sans les votes nécessaires et en contournant les mécanismes prévus par la loi pour les deux cas. Chaque illégalité et chaque violation trouvera une réponse ferme, proportionnée et rigoureuse. Je demande aux dirigeants du gouvernement de Catalogne qui sont responsables de ce défi à notre cohabitation, de mettre fin à leurs actions inégales, d'abandonner ce qu'ils ont l'intention de faire. Ils savent que ce référendum ne peut plus être tenu. Arrêtez-vous, vous n'avez aucune légitimité. Revenez à la loi et à la démocratie et laissez les gens passer à autre chose. Ne leur créez pas d'autres problèmes en plus de ce que vous avez déjà causé. Pendant qu'il parlait, des milliers de personnes protestaient dans le centre de Barcelone contre les arrestations de cadres du gouvernement régional. Et bousculades ont opposé les forces de l'ordre aux militants, dont certains ont cahuté des voitures de la garde civile. Les forces de l'ordre ont mené des dizaines de perquisitions. Le Mexique a été secoué par un séisme de magnitude 7,1 ce mardi. Après la catastrophe, les populations se mobilisent pour faire montre de solidarité en appuyant les secouristes. Fouilles des décombres, distribution de vivres, les victimes de la catastrophe peuvent compter sur l'aide de leurs compatriotes mexicains. Le séisme a fait plus de 200 morts. Il rappelle celui qui s'est produit 32 ans plus tôt. Un puissant séisme de 8,1 responsable de la mort de plus de 10 000 personnes. Les Mexicains s'étaient retrouvés face à l'inaction du gouvernement. Ils avaient donc dû s'organiser entre eux-mêmes pour se reconstruire, marquant un tournant dans l'histoire du Mexique. Paulo Duterte, fils du président philippin, a été entendu récemment par une commission d'enquête sénatoriale. C'était sur des accusations de trafic de drogue lancées par un sénateur de l'opposition. Duterte Jr., âgé de 42 ans, a alors démenti être membre d'une triade chinoise ayant fait entrer en contrebande aux Philippines une énorme cargaison de méthamphétamine. Rodrigo Duterte n'a pas spécifiquement parlé de ces accusations, mais a répété ce qu'il avait déclaré au moment de la campagne présidentielle de 2016. Il martelait qu'aucun de ses enfants n'était impliqué dans le trafic de drogue et qu'il serait puni durement s'il se révélait qu'il l'était. Une fois président, Duterte a déclaré qu'il serait heureux de massacrer 3 millions de toxicomanes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, la police a annoncé avoir abattu plus de 3 800 personnes, tandis que des milliers d'autres sont mortes dans des circonstances non élucidées. L'homme de 72 ans a remporté la présidentielle de 2016 grâce à une campagne sécuritaire outrancière. Il avait promis d'éradiquer le trafic de drogue. Parallèlement, certains parlementaires de l'opposition et d'autres critiques accusent le président et sa famille d'avoir été longtemps mêlés à des affaires de corruption pendant les 2 décennies de règne sur Davao, grande ville du sud de l'archipel. Ils ont envahi le centre de Barcelone samedi pour réclamer l'indépendance après que le gouvernement central a demandé la destitution de l'exécutif catalan. La manifestation, qui a rassemblé 450 000 personnes selon la police locale, était prévue à l'origine pour réclamer la libération de 2 leaders séparatistes emprisonnés pour sédition. Mais elle a pris une tournure différente après les annonces de Madrid. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a demandé au Sénat la destitution de l'exécutif indépendantiste pour pouvoir organiser des élections régionales dans les 6 mois. Ils ont détruit la Constitution, la démocratie et tout ce qu'on avait gagné dans les dernières années. Le peuple catalan, oui, c'est une minorité silencieuse, mais qui se doit d'être écoutée. Nous allons continuer de nous battre et probablement d'autres personnes vont se joindre à nous. Ce processus est imparable et il n'y a pas de retour en arrière. Chaque mesure prise par l'État espagnol nous rend plus forts et plus connectés entre nous.
Invoquant l'article 55 de la Constitution, jamais encore utilisé, Mariano Rajoy a aussi demandé au Sénat de lui confier la faculté de dissoudre le Parlement catalan afin de convoquer des élections dans un délai maximum de 6 mois. La société catalane est profondément divisée sur la question de l'indépendance, mais l'intervention du gouvernement espagnol dans l'administration catalane pourrait se retourner contre lui. À l'issue d'une brève campagne de 12 jours, centrée sur l'économie et la question nord-coréenne, des millions de Japonais ont bravé dimanche des pluies diluviennes à l'approche d'un puissant typhon pour aller voter. La coalition formée par le Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe et le Parti Komeito était en passe de remporter 311 sièges sur les 465 de la Chambre basse, selon des estimations de la chaîne privée TBS. Lesquelles estimations sont fondées sur les sondages de sortie des bureaux de vote diffusés en début d'après-midi dimanche. Avec cette confortable majorité, Shinzo Abe se retrouvera encore davantage conforté dans son attitude de fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, qui a déjà tiré 2 missiles au-dessus de l'archipel nippon. Il a bénéficié d'une opposition affaiblie et morcelée et composée essentiellement de 2 partis fraîchement créés avant le scrutin. Le Parti de l'Espoir, après l'effet médiatique du coup de théâtre de sa création par la charismatique gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, devrait remporter 50 sièges selon TBS. La coalition de Shinzo Abe serait donc en passe de maintenir sa majorité des 2 tiers à la Chambre basse, comme c'est déjà le cas au Sénat. Il s'agit là d'une condition nécessaire pour convoquer un référendum proposant de réviser la constitution pacifiste dictée en 1947 par les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et dont l'article 9 consacre la renonciation à jamais à la guerre. Au pouvoir depuis fin 2012, après un premier exercice raté en 2006-2007, Shinzo Abe pourrait ainsi rester aux commandes jusqu'en 2021 et atteindre le record de longévité d'un Premier ministre japonais. Grâce à sa victoire aux législatives ce dimanche, le Premier ministre conservateur japonais Shinzo Abe se trouve encore davantage légitimé dans sa fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, qui a déjà tiré 2 missiles au-dessus de l'archipel nippon. Dans une allusion aux enlèvements de Japonais par Pyongyang dans les années 1970 et 1980, il a déclaré devant la presse ce lundi qu'il allait résoudre les questions des missiles, du programme nucléaire nord-coréen ainsi que des enlèvements avec une diplomatie forte et déterminée. Avec la confiance que nous a donnée le peuple, nous développerons une diplomatie forte pour répondre à la situation nord-coréenne qui s'intensifie. Au pouvoir depuis fin 2012, après un premier exercice raté en 2006-2007, Shinzo Abe, 63 ans, pourrait rester aux commandes jusqu'en 2021 et atteindre le record de longévité d'un Premier ministre japonais. Le gouvernement philippin a annoncé lundi la fin de cette bataille de 5 mois qui aura fait plus de 1100 morts et laissé l'est de Marawi en ruine. Un résultat obtenu à l'issue d'ultimes affrontements autour d'une mosquée dans lesquels des dizaines d'hommes armés ont été tués. L'armée a cependant averti qu'elle n'avait pas encore donné son feu vert officiel à un retour des habitants par crainte pour leur sécurité. Et même quand elle le fera, des quartiers entiers de la ville demeureront inhabitables. En effet, le 23 mai, des centaines de djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique avaient pris le contrôle de secteurs entiers de Marawi, utilisant des civils comme boucliers humains. Comme conséquence de ces combats, plus de 400 000 personnes ont fui la ville, qui a été le théâtre de la plus longue bataille urbaine de l'histoire philippine. Les combattants islamistes résistaient aux frappes aériennes quasi quotidiennes en se terrant dans des caves, des tunnels et des mosquées. Le président philippin Rodrigo Duterte a mis en garde contre le risque que certains combattants affiliés à l'État islamique soient parvenus à s'enfuir et à se réfugier dans d'autres secteurs du sud de l'archipel où ils pourraient préparer d'autres attaques. Des responsables locaux et des ONG ont estimé que la reconstruction, qui coûtera des milliards de dollars, devrait prendre des années. En 5 mois,
920 combattants djihadistes ont été tués à Marawi, ainsi que 165 militaires et 47 civils, selon le gouvernement. 11 militants de défense des droits de l'homme sont jugés en Turquie pour activités terroristes. Des accusations que réfutent les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent une mascarade politique. Il est absolument clair qu'il n'y a pas la moindre preuve contre ces 11 défenseurs des droits de l'homme. C'est un cas politique. Il n'y a rien dans la législation turque qui permet de les maintenir en détention, même pour une seule journée. Tous les défenseurs des droits de l'homme devraient être libérés dès aujourd'hui. 8 des 11 militants dont le procès s'ouvre mercredi sont en détention préventive. Le procès suscite l'inquiétude de la communauté internationale et a attendu les rapports entre la Turquie et l'Allemagne en raison de l'existence d'un de ses ressortissants parmi les accusés. Le harcèlement sexuel est fiché comme un problème social en pleine recrudescence en Europe. Des cas de harcèlement au sein du Parlement ont été révélés ces derniers jours dans les médias dans le sillage de la vague de témoignages déclenchés par le scandale Weinstein. Une dizaine de cas ont été signalés au comité interne consacré aux assistants parlementaires accrédités et aux députés, mais sans dimension sexuelle. En revanche, des cas de harcèlement sexuel ou de viol ont été rapportés directement auprès du département des ressources humaines du Parlement, débouchant sur des sanctions et des mesures disciplinaires. Le comité d'experts indépendants, une fois créé, devrait avoir pour mandat d'évaluer et de proposer des modifications du travail mené par les deux instances qui existent déjà au sein de l'Assemblée. L'objectif final est de faire la lumière sur les cas de harcèlement ou d'abus sexuels. C'est pour cette cause que les eurodéputés ont plaidé dans une résolution adoptée en séance plénière à Strasbourg. Les parlementaires souhaitent également la mise en place de formations obligatoires pour l'ensemble du personnel et des députés sur le respect et la dignité au travail. Aussi, la réglementation interne à l'institution doit-elle mieux tenir compte de celles et ceux qui occupent les postes les plus fragiles, tels que les stagiaires et les assistants parlementaires accrédités. Des experts indépendants devraient donc participer aux procédures de licenciement pour en garantir le caractère impartial. J'ai l'honneur d'annoncer que la conférence des présidents des groupes politiques vient de décider d'attribuer le prix Sakharov 2017 pour la liberté de l'esprit à l'opposition démocratique au Venezuela. Les eurodéputés ont choisi de rendre hommage à l'Assemblée nationale vénézuélienne, dominée par l'opposition et présidée par Julio Borges. L'hommage va également à des prisonniers politiques comme Leopoldo López et Antonio Ledesma. En dehors du lauréat, les deux autres finalistes en lice étaient Dawit Isaak, journaliste et auteur suédois d'origine érythréenne, arrêté en 2001 par les autorités d'Asmara, et la guatémaltèque Aura Lolita Chavez, issue du peuple maya quiché, qui incarne la lutte pour les droits des populations autochtones. Créé en 1988, le prix Sakharov distingue chaque année des personnalités qui se sont illustrées dans la défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression. L'an dernier, le prix avait été attribué à deux femmes yézidis d'Irak, réduites en esclavage par le groupe djihadiste État islamique avant de s'enfuir, et en 2015 au blogueur saoudien Raef Badawi, emprisonné pour insulte à l'islam. Cette année, l'opposition démocratique au Venezuela faisait figure de favorite. Ce choix avait été proposé par les députés européens de droite et du centre droit et par les libéraux. Ils avaient expliqué vouloir mettre sous les projecteurs une situation considérablement dégradée ces derniers mois en matière de droits de l'homme au Venezuela.